Bonjour à tous, je m'appelle Andy Bell et j'ai soutenu ma thèse le 21 octobre 2020 et je vais vous présenter une version un peu plus courte de ma soutenance de thèse. Donc pour ça, je tiens à remercier le CEF et plus particulièrement Natacha Fontaine et Luc Lauzon pour cette initiative qui nous est donnée de diffuser nos travaux à nous, la promotion 2020. J'ai effectué ma thèse au département de géographie de l'Université de Montréal, dans le laboratoire de paléoécologie, sous la direction d'Olivier Blarquez et la codirection de Pierre Grondin du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Mes travaux ont été évalués par Janine Marie Saint-Jacques de l'Université de Concordia et par Kendrick Brown du Service canadien des forêts. Le tout a été présidé par Julie Talbot du département de géographie de l'Université de Montréal. Donc je tiens à toutes et tous les remercier. Alors pour commencer. Donc, ma thèse s'intitule Joindre le passé et le présent par les études paléoécologiques dans un contexte d'aménagement écosystémique de la forêt boréale du Québec. Euh, donc, j'ai travaillé sur la Pessière mousse de l'Ouest, qui est représentée en vert et qui est un vaste territoire de plus de 150 000 km², dont les forêts sont principalement composées d'épinettes noires. Le climat y est plutôt froid et sec, et la principale perturbation qui va venir affecter les écosystèmes est le feu. On y observe aussi une inégale répartition des caractéristiques physiques de l'environnement, comme l'altitude, représentée sur la carte en haut à gauche. On voit qu'il y a un gradient ouest-est qui se dessine. D'autres caractéristiques, comme le régime des perturbations, donc vu au travers, par exemple, la proportion de surface brûlée, comme on peut voir sur la carte en haut à droite, on voit qu'elle est plus importante au nord que partout ailleurs sur le territoire. Euh, Au final, la composition des forêts va elle aussi être inégale, comme par exemple on peut voir en bas à gauche l'épinette noire qui est surtout présente sur la section ouest et est du territoire et un peu moins présente ailleurs. Et au contraire, donc le pin gris qui va surtout être présent sur les parties nord et sud du territoire et un peu moins présent ailleurs. Donc, ces interactions entre la végétation et l'environnement vont mener à une grande diversité d'écosystèmes qu'il faut reconnaître et préserver. Mon travail de doctorat a principalement porté sur des travaux de paléoécologie basés sur des sédiments lacustres. Et pour essayer de rendre compte de la diversité des écosystèmes, j'ai utilisé des données qui provenaient de nombreux sites répartis dans toute la Pessière à mousse. En tout, j'en ai utilisé 23. Et pour mon premier chapitre, j'ai surtout utilisé les séquences longues, donc qui permettent de remonter jusqu'à 7000, 8000 ans en arrière. Pour mon deuxième chapitre, j'ai surtout utilisé des données annuelles. Et pour le dernier chapitre, j'ai utilisé les données sédimentaires, mais plus courtes, donc avec une fenêtre temporelle de 50 à 150 ans, encore appelée KB. Une partie importante du territoire est gérée aujourd'hui par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et observe un aménagement basé sur des références depuis 2013. L'objectif de cet aménagement est d'imiter la dynamique naturelle des forêts. Si par exemple on considère la forêt sur le schéma en haut à gauche comme étant la forêt qu'on pourrait observer aujourd'hui, eh bien, plus on remonte dans le temps en suivant l'axe vertical, plus les données qui permettent de décrire les écosystèmes du passé se feront plus rares, ce qui est symbolisé par le triangle retourné. De la même manière, plus on remonte dans le temps, plus l'image reconstruite des écosystèmes passés est basée sur des témoins indirects de ces écosystèmes. Et ça, c'est représenté par le gradient de vert. En aménagement, la végétation est principalement décrite par des inventaires décennaux, dont la première mesure date des années 1970. Et de la même manière, les cibles qui décrivent le cycle des feux se basent sur des études dendrochronologiques dont la fenêtre temporelle est de 200 à 300 ans, ce qui correspond à peu près à une ou deux successions végétales. Et par conséquent, ça ne prend pas en compte la dynamique à long terme des écosystèmes. Donc la principale question à laquelle j'ai cherché de répondre dans mon premier chapitre est de savoir si ces cibles d'aménagement sont en accord avec la dynamique plurimillénaire des écosystèmes. Pendant mon doctorat, je me suis principalement intéressé aux sédiments lacustres, mais ces méthodes sont aussi applicables à d'autres types d'archives. La paléoécologie étudie des bioproxies, qui sont des indices biologiques laissés par les activités des écosystèmes.
Les pollens, par exemple, sont des proxys de la reproduction. Ils sont produits annuellement par la végétation et dispersés, surtout par le vent. Certains de ces grains de pollen vont se déposer à la surface des lacs, couler et être incorporés aux sédiments et se superposer de manière successive. Pour les charbons, chaque fois qu'un feu brûle de la biomasse, des particules vont être transportées par le vent et de la même manière, certaines vont pouvoir sédimenter et être incorporées aux sédiments. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que nous, on va aller chercher des carottes de ces sédiments, on va les dater et on va analyser les différents pollens et charbons qu'on y retrouve pour en déduire la composition de la végétation et retrouver des feux qui auraient pu avoir lieu depuis le début de la sédimentation dans le système. L'une des questions que je me suis posée donc, dans mes chapitres 2 et 3 de ma thèse, c'est est-ce qu'à partir des sédiments qu'on retrouve dans les lacs, on serait capable de retrouver la surface des feux qui ont brûlé, savoir si ce feu était proche ou non du lac dans lequel on a retrouvé les charbons, et de savoir si ce feu était plutôt un feu de surface, donc peu sévère, ou un feu de canopée qui est très sévère. Donc, en plus de la paléo, j'ai fait ce qu'on appelle de la calibration, le but étant de chercher des liens statistiques entre les bioproxys qu'on retrouve dans les sédiments et les caractéristiques des feux qui les ont générés. Donc, dans mon chapitre 2, j'ai essayé de répondre à cette question en utilisant des enregistrements annuels. Et dans mon chapitre 3, j'ai essayé de voir si les résultats que j'avais trouvés dans mon chapitre 2 étaient applicables à des données sédimentaires récentes. Mon premier chapitre a été publié en 2018 dans Forest Ecology and Management sous le titre Using Paleoecology to Improve Reference Conditions for Ecosystem-Based Management in Western Spruce Moss Subdomain of Quebec. Et puisque mon objectif était d'évaluer l'impact de l'aménagement sur les écosystèmes, j'ai dû être capable de comparer les écosystèmes d'aujourd'hui avec ceux du passé. Et pour ça, j'ai utilisé des données provenant de districts écologiques, qui sont les polygones qu'on peut voir représentés sur la carte. La PCR à Mousse de l'Ouest est composée de 440 de ces districts écologiques, et pour lesquels on a des données locales et actuelles concernant le climat, la composition de la végétation, les caractéristiques physiques comme l'altitude ou les types de dépôts, et les régimes des feux. Pour reconstruire l'histoire plurimillénaire du territoire, j'ai utilisé cette fois-ci des données paléoécologiques qui ont déjà été publiées et qui proviennent de 18 sites qui sont représentés sur la carte à gauche. Pour ces sites, on a des données de charbon et potentiellement des données de pollen. Alors, pour les analyses d'écologie numérique, j'ai utilisé donc j'ai subdivisé les données des districts écologiques en deux catégories, donc des variables qui décrivent la végétation et des variables qui décrivent l'environnement. Et en utilisant des analyses d'écologie numérique, donc comme la RDA, j'ai essayé de comprendre sur l'ensemble de mon territoire les liens qui liaient en fait la végétation et les variables environnementales. Enfin, en utilisant une technique de regroupement de polygones, donc en fonction des types d'interactions que j'ai pu trouver, j'ai été capable de définir 4 territoires dans lesquels on peut considérer que les interactions entre la végétation et l'environnement sont homogènes. Et pour cette présentation, je vais principalement me focaliser sur les zones 1 et 4. Donc, afin d'étudier l'historique de la végétation, j'ai utilisé les données polliniques qui peuvent se présenter sous forme d'un graphique, comme vous pouvez voir donc, pour les 2 sites que j'ai choisis. J'ai choisi le lac Marie-Ève qui va être représentatif de la zone 1 et le lac G qui va me permettre de décrire l'histoire de la zone 4. Et pour être capable d'évaluer l'évolution de la dynamique de végétation autour de ces sites, j'ai découpé les données par tranche de 2000 ans. Et en utilisant une ACP, j'ai retrouvé les interactions entre les espèces en fonction de l'assemblage dans lequel elles étaient au cours de l'Holocène. Et ça m'a permis de reconstruire donc l'historique de la végétation. Voilà.
Donc, par exemple, pour la zone 1, on voit que dans la trajectoire de la végétation, il y a eu un constant enrichissement en pin gris depuis le début de l'Holocène, alors que pour le lac G, par exemple, qui a connu un autre type de trajectoire, puisqu'on a, dans la première moitié de l'Holocène, d'abord eu un enrichissement en épinette noire et en sapin baumier, puis ensuite, dans la seconde moitié de l'Holocène, on a eu là aussi un enrichissement en pin gris. Donc, pour analyser le régime des feux, j'ai utilisé les données de charbon. Et ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on repère donc, des pics d'accumulation de charbon dans les sédiments, qui sont symbolisés par les symboles plus rouges sur le graphique. Et en calculant l'écart temporel qu'il y a entre deux pics d'accumulation, on calcule ce qu'on appelle un FRI, donc un intervalle de retour de feu. Et ce FRI, il peut être utilisé directement pour estimer le pourcentage de vieilles forêts qu'il y a dans le territoire pour lequel on connaît le FRI. La droite verticale en pointillé montre le seuil de vieilles forêts qui sert en aménagement écosystémique aujourd'hui et qui représente donc les forêts de 100 ans et plus. Et par exemple, le graphique montre que si on a un FRI moyen sur un territoire de 150 ans, le pourcentage de vieilles forêts doit représenter 49% du territoire. Alors que si on a un FRI qui est plus long, donc des feux moins fréquents, cette fois-ci, ce pourcentage de vieilles forêts devrait être autour de 60%. Donc si maintenant, à la lumière donc, des reconstructions paléoécologiques permises par les pollens et les charbons, on analyse l'historique des écosystèmes, on voit que la zone 1, aujourd'hui, est principalement marquée par une forte abondance de pin gris, avec des feux qui sont relativement fréquents. Et la trajectoire de végétation montre que depuis le début de l'Holocène, cette zone s'est enrichie en pin gris. La zone 4, quant à elle, est principalement marquée par aujourd'hui une topographie plane, des dépôts organiques et des forêts surtout composées d'épinettes noires. Ce qu'on observe en regardant la trajectoire holocène, c'est que ces forêts ont toujours été composées d'espèces que l'on peut retrouver dans des vieilles forêts. Comme je disais un peu avant, sauf depuis l'Holocène plus récent, où là aussi on observe un enrichissement en pin gris. Ce qui est intéressant de noter, c'est que même si la végétation entre les deux zones est différente, les FRI, qu'on peut voir avec la courbe en rouge, et les pourcentages de vieilles forêts, juste en dessous, donc le diagramme à barre verticale verte, on a des tendances qui sont similaires dans les deux zones, alors qu'on aurait pu s'attendre à avoir des FRI plus courts et donc moins de vieilles forêts dans la zone 1 et plus de vieilles forêts et moins de feux dans la zone 4. Donc ainsi, ce premier chapitre a permis de montrer que la paléoécologie peut être utilisée pour reconstruire des cibles d'aménagement écosystémique et qu'elle permet de donner des intervalles de variation autour de ces cibles d'aménagement qui n'existaient pas aujourd'hui et qui permettent de prendre en compte l'histoire holocène des écosystèmes. Mon second chapitre a été publié en 2020 dans la rubrique, dans le journal The Holocene, sous le titre The Reconstruction of Burn Area and Fire Severity Using Charcoal from Boreal Lake Sediments. Alors, depuis tout à l'heure, je parle de cycle de feu et de FRI. Si on regarde la définition, donc, par exemple, du cycle de feu à droite, qui est utilisé en aménagement, c'est en fait pour un territoire considéré, si on a un cycle de feu de 150 ans, ça veut dire que quel que soit le nombre de feux, l'entièreté du territoire a été brûlée en 150 ans. Si par exemple, maintenant on regarde la définition d'un FRI de 150 ans, donc comme on l'entend en paléoécologie, ça veut dire que dans les sédiments, on a observé deux pics d'accumulation successifs de charbon séparés de 150 ans. Donc ça veut dire qu'on ne sait pas où se trouvaient les feux qui ont brûlé et qui ont généré ces charbons. Ça vient du fait que les particules de charbon, avant de se déposer dans les lacs, vont donc être produites au niveau d'un site, puis transportées par le vent dans un premier temps. Après, ils peuvent être
ces particules peuvent de nouveau être transportées, mais cette fois-ci plutôt par le réseau hydrographique, avant de se déposer, potentiellement subir des remobilisations avant d'être stockées dans les couches sédimentaires plus profondes. Et moi, mon objectif, comme je le décrivais plus tôt, c'est de faire de la calibration. Donc ça veut dire de trouver des liens statistiques qui pourraient exister entre les charbons que je retrouve dans mes sédiments et les caractéristiques des feux autour de mes lacs. Dans un premier temps, ce que j'ai fait, donc uniquement pour mon chapitre 2, j'ai utilisé des données de trappes à charbon, donc qui sont des données annuelles, où on peut observer les charbons qui sont en train de se déposer dans les sédiments, comme on peut voir donc, sur l'image en haut à droite. Alors pour ça, j'ai donc placé ces trappes dans 7 sites qui ont été échantillonnés entre 2011 et 2016. Et pour évaluer la composante du transport dans la taphonomie des charbons, j'ai reconstruit ou j'ai extrait les feux qui avaient eu lieu autour des sites à 3, 15 et 30 km de ces sites. Et pour évaluer la composante qui serait plutôt du dépôt primaire, donc causé par le vent, des dépôts secondaires qui seraient plutôt dus au réseau hydrographique, j'ai analysé les feux entre 2006 et 2016, puisqu'il a été observé dans la littérature qu'il peut y avoir des fois un décalage de 5 ans entre le moment où le feu a eu lieu et le dépôt dans les sédiments. Dans chacune de ces zones, donc de 3, 15 et 30 km, quand j'ai extrait les feux, j'ai reconstruit plusieurs choses. La surface brûlée, qui sont disponibles directement grâce à des données du ministère, et la sévérité, que j'ai pu reconstruire grâce à des images satellites. Donc, ce qu'on voit ici, c'est l'ensemble des accumulations de charbon que j'ai pu observer au niveau de mes 7 sites pour toutes les années de mesure, donc les années qui sont suivant l'axe des X. Et suivant l'axe des Y, en fait, je vous ai représenté donc, la surface médiane de l'ensemble des particules de charbon qui ont été observées dans un an au niveau d'un site. Seuls les échantillons avec un astérisque au-dessus ont été conservés. Ce sont en fait des enregistrements qui ont été... ce sont des enregistrements qui ont été conservés pour des années où il y a eu des feux autour des sites. Parce que des fois, on peut observer des enregistrements de charbon, donc on a des charbons qui vont s'accumuler, mais on n'a pas eu de feu dans l'année en cours autour des sites. Donc, moi, j'ai gardé que les échantillons où on a eu des feux autour des sites. Ce qui me laisse avec seulement 12 échantillons, et j'avais beaucoup de variables à analyser. Donc, j'ai utilisé une méthode non paramétrique qui se base sur les arbres de régression les arbres de classification et de régression, pardon. Ce qu'on voit sur le graphique, c'est l'importance des variables pour expliquer mes influx de charbon au final. Il y a 2 seuils, donc le seuil d'interprétation et le seuil de prédiction. Comme moi, je veux faire de la prédiction, je vais uniquement donc, conserver les variables qui se trouvent au-dessus de ce seuil-là. Et ce qu'on peut voir, donc, c'est qu'il y a une variable qui permet de décrire donc, la surface brûlée dans le 30 km l'année de l'enregistrement. De la même manière, on a la variable qui permet de décrire la sévérité. Et une dernière variable qui correspond en fait à la surface brûlée par des feux de sévérité moyenne. Mais cette variable-là, au final, n'a pas permis d'avoir des régressions linéaires qui ont des paramètres significatifs. Donc, vous allez voir, par la suite, je ne l'ai pas conservé. J'ai conservé que les 2 premières. Donc, ce qu'on a sur ce graphique, ce sont les régressions que j'ai réussi à effectuer, qui ont des paramètres significatifs. À gauche, on a la régression pour la sévérité en Y et en X, donc on a les influx de charbon. Et à droite, on a la même chose, mais cette fois-ci avec la surface brûlée. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a réussi à avoir des régressions. Donc, ça veut dire qu'on serait potentiellement capable de reconstruire donc, de la surface brûlée et de la sévérité à partir des charbons. Mais ce qu'on observe, c'est qu'il y a quand même un étalement assez important des données, et des fois même pour un même site, donc les sites qui sont rapportés par les lettres sur le graphique. Donc ça veut dire que ce chapitre nous a permis
d'avoir une idée donc, de l'origine des charbons, qui serait plutôt régionale, donc autour de 30 km autour des sites, que le transport par le vent est la principale manière avec laquelle sont dispersées les particules. Euh, et on peut utiliser les charbons sédimentaires pour reconstruire la surface brûlée et la sévérité des feux. Dans mon dernier chapitre, qui est en ce moment en révision pour PLOS ONE, j'ai fait donc de la calibration des charbons sédimentaires avec les caractéristiques des feux environnants, et je vais essayer de vous parler un peu des défis et des nouvelles perspectives. Donc, je me suis basé sur les résultats de mon chapitre 2. J'ai utilisé la même méthodologie. J'ai gardé uniquement les zones de 30 km, comme j'ai montré qu'il y avait principalement une origine régionale des charbons. Et j'ai travaillé sur 6 nouveaux sites qui se trouvent plutôt dans la partie est du territoire. Donc, les données de sévérité sont encore d'origine satellitaire, c'est basé sur du DNBR, mais pour une plus grande période temporelle, donc de 1975 à 2016, puisque les données que j'utilise sont des données de sédiments récents, de KB, qui ont une plus grande emprise temporelle que les données annuelles. Et la surface brûlée provient toujours des données du ministère. Donc à gauche, pardon, je vous présente donc 2 sites pour lesquels je vais principalement sur lesquels je vais principalement m'intéresser pour cette section. Et à droite, donc vous voyez que le KB qui est présent sur la photo va être donc une partie des sédiments lacustres pour lesquels on va réussir à effectuer une datation, ce qui va nous permettre de replacer les événements sédimentaires dans le temps. Alors pourquoi j'ai choisi le lac Bécasse ou le lac Galinette? C'est parce qu'ils sont vraiment intéressants. Il y a eu un feu en 2005 autour du lac Bécasse, donc on peut voir ici la zone brûlée qui s'étend jusqu'aux abords du lac. Et il y a des zones qui ne sont pas brûlées, il y a des zones encore boisées. Donc c'est intéressant d'avoir un peu le double message. Et comme c'est un feu qui était récent, je devrais normalement pouvoir le retrouver dans mes sédiments. Ce que vous voyez ici, c'est l'ensemble des graphiques d'accumulation de charbon en termes de nombre, qui sont représentés donc, suivant l'axe des Y, pour tous les sites que j'ai étudiés, en fonction du temps, donc suivant l'axe des X. Ce qu'on peut observer, c'est que donc en vert, on a les données qui sont brutes, et en rouge, on a les données qui ont été traitées donc pour avoir une même emprise temporelle, une même résolution temporelle, pardon. Alors pour des sites qui sont relativement proches, donc je les ai encadrés d'une couleur similaire, mais je vais principalement m'intéresser, comme je disais, au lac Bécasse et Galinette. On voit que les patrons d'accumulation de charbon sont vraiment très différents. Néanmoins, il semblerait qu'on arrive à retrouver des années qui sont exceptionnelles, puisque 1991 et 2005 sont des années pour lesquelles j'ai enregistré beaucoup de feux sur mon territoire. Et on voit que pour chacun des lacs, même si les patrons d'accumulation sont différents, on semble pouvoir observer des pics d'accumulation pour ces années particulières. Mais pour essayer d'aller plus loin, j'ai combiné les signaux de charbon de tous ces lacs pour essayer de faire une reconstruction plutôt régionale. Et donc, j'ai fait la même chose pour les données de charbon, les données de feu. Et ici, j'ai représenté la sévérité qui se trouve sur l'axe à droite. Et les anomalies, donc, puisque on a regroupé plusieurs séquences, donc on parle d'anomalies qui sont représentées sur l'axe à gauche, donc avec les lignes continues et en pointillés. Ce qu'on peut observer, c'est que là encore, les événements extrêmes semblent être identifiables, puisque les années 1991 et 2005, en termes donc de sévérité, ont été assez particulières. Et on voit au niveau du signal de charbon régional qu'il semble y avoir une plus forte accumulation de charbon durant ces années-là. Alors pourquoi est-ce qu'on observe toutes ces différences entre des sites qui sont normalement proches? Une des explications serait que lorsqu'il y a un feu qui brûle sur le territoire, donc là c'est un exemple d'un feu qui a brûlé sur mon territoire, le panache de fumée qui va transporter les particules de charbon peut ou non survoler des lacs, et ce qui expliquerait pourquoi en fait sur certains lacs on a plus d'accumulation
de charbon que d'autres. Ce serait dû en fait au transport du panache de fumée par le vent. Donc les travaux de calibration que j'ai effectués dans le chapitre 2 et 3 ont permis d'avoir une meilleure visibilité, en tout cas une meilleure compréhension des impacts de la production, du transport par le vent, et des dépôts primaires et secondaires sur les signaux de charbon au final. Mais il y a encore des questions qui restent en suspens, notamment en ce qui a trait à la remobilisation, à la concentration des sédiments et à la datation. Donc au final, ce que ma thèse aura permis de faire sur le territoire de la PCR Mousse de l'Ouest, c'est de mieux comprendre la diversité actuelle des écosystèmes, grâce à l'écologie numérique. Donc, je reviens sur les quatre zones que je vous ai présentées auparavant. Cette diversité, on a pu montrer qu'elle était un héritage du passé, avec les analyses de pollen et de charbon, euh, qui nous ont permis en fait de donner non seulement une profondeur temporelle aux cibles d'aménagement, mais aussi de donner un intervalle de variation autour de ces valeurs et qui rendent compte de la variabilité des écosystèmes. Enfin, ce qu'ont montré donc l'ensemble de mes chapitres, c'est l'importance des synthèses régionales qui se basent sur de nombreux sites. Comme j'ai pu le montrer dans le chapitre 1, ça nous a permis d'étudier l'origine des forêts qu'on peut observer actuellement, mais aussi de mettre en évidence la diversité des écosystèmes. Et dans mes chapitres 2 et 3, ça nous a permis d'étudier des phénomènes de taphonomie qui sont importants et qu'il est important de comprendre quand on veut faire des reconstructions paléoécologiques quantitatives. Et ça, c'est d'autant plus important qu'au Québec, les changements climatiques en cours et à venir vont offrir des conditions plus favorables au feu, qui vont probablement excéder ce qu'on connaît aujourd'hui du régime des feux, mais qui pourraient être inclus encore dans l'intervalle de variation qu'on a connu dans le passé. Et ça va être important pour éclairer les décisions qui sont prises en termes d'aménagement dans le présent et dans le futur. Ça, ce sera permis par des reconstructions quantitatives, mais qui pourront être atteintes si on met encore plus d'efforts dans les travaux de calibration. Donc, merci à tous pour votre attention. Je tiens de nouveau à remercier mes directeurs pour leur soutien pendant toutes ces années et j'attends vos questions avec impatience.